parler un peu de notre entreprise Forcy Robotics, et notamment des maintenances et des inspections sous-marines visuelles dans l'éolien en mer. Donc il y a deux chiffres sur lesquels, deux aspects sur lesquels on va essayer de revenir aujourd'hui. Le premier, et c'est toujours comme ça que j'aime bien démarrer mes présentations, c'est par le fait que le marché de l'éolien en mer est en plein boom, hein, on le sait, mais c'est à tel point qu'il y a assez peu de marchés industriels qui connaissent la même croissance. On parle d'un facteur 6 sur les prochaines années. Donc aujourd'hui, le chiffre qui est intéressant pour l'inspection visuelle, c'est à peu près un dizaine de milliers de turbines, essentiellement en Europe, sachant que l'Amérique du Nord et l'Asie sont en train de pousser fort. Et à horizon 2030-2040, quasiment 50 000 turbines. Donc c'est un taux de croissance qui est absolument énorme. Et ces chiffres-là, c'est des chiffres officiels, ça veut dire que la plupart des décisions d'investissement ont déjà été prises et les champs sont en construction ou en future construction. C'est pas des estimations basées sur les taux de croissance futurs. C'est vraiment des décisions d'investissement qui sont prises. Donc un marché qui explose. Et en face, une vraie opportunité de marché pour la technologie. La plupart des sociétés de services de l'éolien viennent en fait du monde oil and gas, du monde pétrolier. Et on est tous habitués à avoir des gros actifs, notamment des gros actifs à inspecter, donc des plateformes, des rigs de forage, des champs sous-marins, des FPSO, etc. Donc une unité d'œuvre, un gros volume. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des unités d'œuvre complètement éclatées, et typiquement un champ 50 à 100 turbines. Donc il y a un énorme effet de volume. Et ça, vous faites ça par le nombre de wind farms qui sont en construction. Effet de volume qui crée une vraie opportunité de marché pour l'autonomie. Évidemment, plus il y a de volume, plus c'est répétable, et donc plus c'est robotisable. Par ailleurs, quand vous avez du volume, il faut aussi faire des choses avec la data, et donc il y a une vraie opportunité de marché sur la valorisation de la donnée. Et enfin, on sait aussi que dans l'éolien, la structure de coût n'est pas du tout la même que dans l'oil and gas pétrolier. Donc il faut réinventer des business models, et notamment arriver à proposer des solutions qui sont ce qu'on appelle onshorisées, avec un maximum d'intelligence qui est onshore et qui est plus offshore, puisque le personnel en mer coûte plus cher. Il y a des risques associés, il faut des plus gros bateaux, etc. Et c'est tout de suite la boule de neige qui grossit. Donc un marché en forte croissance d'une part, et un marché répétable et donc robotisable d'autre part. Et ça, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels on veut insister, et c'est un peu l'ADN de notre société pour tout ce qui touche à l'inspection visuelle sous-marine. Alors c'est quoi la maintenance des turbines ? Le gros de la maintenance, on ne réinvente pas la roue, c'est la même chose que sur les champs à terre, c'est la turbine elle-même. Donc on estime qu'à peu près 2/3 des coûts de maintenance d'une éolienne, c'est la turbine. Donc pour ça, il n'y a pas de secret, il faut envoyer des techniciens en hauteur. Et c'est exactement le même métier que ce qu'on fait à terre depuis des dizaines d'années, sauf qu'il faut transporter ces techniciens tous les jours dans les turbines. Et donc pour ça, on utilise des petits bateaux qui s'appellent les Crew Transfer Vessels, qui sont des vedettes qui vont venir déposer les techniciens en haut des turbines, etc. Le dernier tiers de la maintenance, c'est tout ce qu'on appelle BOP, pour Balance of Plants. Ça, c'est des choses qui sont moins connues par les opérateurs terriens, puisque c'est des choses qui touchent vraiment au métier de la mer, et notamment au métier du sous-marin. Le balance of plant, c'est l'intégrité de la structure, et notamment l'intégrité de la structure sous-marine, et c'est ça qu'on va attaquer avec nos technologies aujourd'hui. Alors pour une éolienne posée, on estime qu'il y a entre une demi-journée et une journée par an d'inspection visuelle sous-marine. Et pour une éolienne flottante, comme il y a des chaînes d'ancrage, on estime que c'est plutôt 2, 3, voire 4 jours de travail par an. Alors c'est bien sûr des chiffres complètement moyenné, hein, il ne faut pas généraliser, et ça inclut l'inspection visuelle, mais également tout ce qui est sur le seabed, notamment les inspections de câbles. Donc on se rend compte que quand vous avez une centaine d'éoliennes, vous arrivez rapidement avec des opérations quasiment journalières pour l'intégrité de vos structures. Alors si on rentre un peu dans le détail, un champ éolien typique posé, le gros du boulot, c'est l'inspection visuelle, ce qu'on appelle du GVI, General Visual Inspection. Donc vous avez un certain nombre de choses à vérifier. D'abord, vous devez survoler la totalité de la structure. Vous allez vérifier un certain nombre de points d'intégrité, des points d'intérêt. Ça commence par les échelles du boat landing pour que vos techniciens puissent grimper en toute sécurité. Les sorties de câbles, les joints, les ciments, etc. Vous avez ensuite tout ce qui est sur le fond de l'eau, et notamment ce qu'on appelle le inter-array cable, donc les câbles qui relient les éoliennes entre elles et aux sous-stations. Et donc là, il faut vérifier qu'il n'y a pas un pêcheur la veille qui est venu racler un peu le fond et qui est venu emporter le câble. Vérifier toutes les sorties de câbles et que les routes soient bien conformes au plan, etc., etc. Donc des enjeux assez critiques pour les opérateurs, et c'est surtout des inspections qui sont à faire régulièrement. Donc sans dire que c'est fait tous les ans, en général les opérateurs vont chercher à lisser les travaux en mer sur 2-3 ans, mais c'est des inspections qui sont régulières et récurrentes. Et ça encore, quand on parle de robotique, la récurrence c'est important parce que ça vient avec la répétabilité de la donnée. Je veux acquérir ma donnée toujours de la même façon, avec toujours le même équipement, parce que c'est ça qui va me permettre ensuite de valoriser ma donnée.
Ce qui se passe, et dans beaucoup d'industries, c'est qu'on fait appel à un prestataire. 2 ans après, le prestataire a disparu, les cahiers des charges ont été modifiés, on vient avec un nouveau prestataire, et typiquement quand il s'agit de caméras, c'est des caméras différentes, des procédures d'acquisition différentes. C'est pas les mêmes longueurs d'onde parfois, c'est pas les mêmes types de données, le même format de vidéo, et en fait c'est des choses très basiques. Parfois c'est du MJPEG, parfois c'est j'en sais rien, et ce qui fait que vous pouvez pas valoriser la data, et que finalement vous devez embaucher des stagiaires pour faire une base de données consolidée. Donc ce qu'il faut, et ce qui est important, c'est quand vous robotisez, vous répétez de la même façon, tous les ans, sur toutes vos fermes, le même process d'acquisition. Et dans le flottant, voilà, on vient rajouter tout ce qui est inspection de chaîne. Et donc notre offre, en fait, elle est assez simple. Ce qu'on veut, c'est pouvoir mobiliser rapidement un équipement, faire une première inspection programmée, et on l'a vu, une fois qu'on sait faire une inspection d'une pile d'éoliennes, on parle d'un gros cylindre à inspecter, il faut pouvoir le répéter N fois. Et vous l'avez fait 50 fois sur le premier champ, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire 50, 60 ou 80 fois sur le champ suivant, etc. etc. Et ça vous permet de consolider la donnée, c'est ce que je disais. À chaque data dont vous faites l'acquisition, vous avez exactement le même plan de vol, exactement le même hardware, exactement le même stockage. Et là, vous pouvez commencer à jouer avec vos bases de données, à annoter votre donnée et à pousser des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple, et mettre de l'intelligence dans vos bases de données pour créer en fait un vrai réservoir de maintenance préventive qui va servir à vos clients. Alors comment on fait ça? Donc chez Forsy, nous on développe un ROV intelligent qui est un ROV d'observation qui permet également de faire de l'intervention légère. Donc on essaie et on pense qu'on a un des ROV les plus compacts du marché pour travailler dans l'éolien offshore. Dans l'éolien, il y a des problématiques de météo, de courant. Il y a un certain nombre d'équipements embarqués sur les machines, notamment pour les surveys de câbles. Donc il y a plusieurs dizaines de kilogrammes de charge utile à monter sur les véhicules et il faut résister à des courants importants, des vagues importantes. Il faut que les équipements soient suffisamment robustes pour être embarqués sur des petits bateaux. Donc on a essayé de compacter tout ça dans un véhicule performant dans lequel on vient mettre de l'intelligence. Donc le hardware, c'est un peu le cheval de Troie pour rentrer, si vous voulez, sur ces marchés-là. Il faut un hardware robuste et intelligent. Et dedans, on met de l'intelligence, donc du logiciel d'acquisition autonome, du logiciel de traitement d'image et un certain nombre de caractéristiques techniques qui vont permettre d'envoyer la donnée sur le réseau, de superviser à distance, de sécuriser les connexions, de permettre au pilote qui a de la latence de ne pas se prendre la pile dans la figure quand il pilote, etc. Et donc je vais vous mettre une petite vidéo de nos essais de l'an dernier. Donc Argos, il est sur notre stand juste derrière, vous pouvez aller le voir, on sera ravis de vous accueillir. Donc Forsy, c'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans. Et effectivement, on a commencé par développer la plateforme hardware. Donc on est accompagné par un certain nombre de clients, pétroliers et renouvelables. Et depuis 1 an, on a qualifié notre premier véhicule en mer. Donc c'est aujourd'hui un véhicule qui tourne, sur lequel on fait des opérations, et dans l'oil and gas et dans le renouvelable. Mais c'est un véhicule qui a vraiment été fait par sa taille et ses performances pour le renouvelable. Donc quand on est sous l'eau, on utilise un certain nombre de capteurs de positionnement. Et le robot Argos, il a notamment la capacité de sortir d'un garage et d'y rentrer de façon autonome. Et ça va être un point critique quand on va parler des opérations unmanned, donc sans pilote, notamment pour tout ce qui est lancement et recovery depuis des petits navires, voire des navires autonomes. Donc c'est une technologie qui est aujourd'hui sur étagère et que vous pouvez aussi aller voir sur notre stand. Effectivement, commercialement aujourd'hui, elle a moins d'intérêt. Par contre, pendant 3-4 ans, on pense qu'on a une brique vraiment stratégique à proposer, que ce soit pour nos véhicules ou pour les véhicules d'autres partenaires. Donc le lancement autonome. Ensuite, le robot, vous lui rentrez un certain nombre de points d'intérêt, un plan de vol qu'il peut répéter ou apprendre. Il peut également répéter un plan de vol qu'il a déjà fait. Et il va faire donc soit une inspection visuelle autonome préprogrammée, soit un survey du seabed autonome. Donc là, pour ces belles images, nous étions en baie de la Ciotat. Et je vous recommande la boîte de plongée, qui peut également faire des belles prestations. Là. Je vais avancer un petit peu. Donc on a un certain nombre d'aides au pilotage. Donc évidemment le robot peut être piloté manuellement ou semi-manuellement. Vous pouvez piloter le robot, on va dire, avec des flèches plus qu'avec un joystick. Ce qui, quand vous êtes à distance, c'est important parce que quand vous êtes à 500 km de votre robot, vous n'avez pas vraiment la notion d'avancer, reculer en temps réel. Vous allez plutôt dire à votre robot, un peu comme dans un jeu vidéo, avance d'1 mètre
Et parfois, il y aura 5 secondes de latence parce que le réseau est vraiment pas terrible. Et le robot avancera de 5 mètres. Et avec toute la technologie embarquée, d'évitement d'obstacles et de trajectoires préprogrammées, ça vous permet en fait d'avoir des opérations très sécurisées. Voilà, donc j'en parlais, le robot rentre dans son garage de façon autonome. Faut savoir que ce qu'on appelle les docking dans les TMS, les Tether Management Systems, c'est la hantise des pilotes de ROV. Hein. Ils peuvent parfois mettre plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures à rentrer, notamment quand il y a un peu de mauvaise météo. Donc il faut s'imaginer que ce garage il sera déployé depuis une plateforme autonome, donc typiquement un bateau autonome, une bouée autonome, sans personnel à bord, et que le robot pourra rentrer et sortir directement. Donc le premier challenge qu'on a chez Forsea, aujourd'hui, c'est de déployer notre technologie depuis un navire léger. Donc on l'a fait sur plusieurs types de bateaux, parfois pour s'amuser un peu, parfois pour bosser avec des clients. Donc j'ai des exemples de petits bateaux, de bateaux qui soient à positionnement dynamique ou non. Donc c'est des choses qu'on sait faire, on sait intégrer notre équipement sur des petits ponts et le déployer en toute sécurité. Et le challenge de demain, notamment sur les fermes éoliennes, c'est le déployer depuis des crew transfer vessels, les fameux CTV qui vont amener du personnel. En fait, ce qui coûte cher à un client éolien, c'est de mobiliser un bateau extérieur. Par contre, il a déjà 3, 4, 5 crew transfer vessels à poste qui sont, on va dire, payés ou amortis déjà sur son plan de financement, parce qu'il a besoin de déployer ses techniciens sur les turbines. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut mettre nos ROV à bord des CTV? Alors nous, on pense que oui, et on pense même qu'on peut les mettre de façon permanente. Ça veut dire que chaque ferme éolienne aura son ROV, entre guillemets, résident sur un CTV, et que ce ROV-là pourra utiliser les fenêtres météo optimales, parce que j'insiste vraiment sur le fait que les météos dans l'éolien sont des vraies contraintes pour opérer sous l'eau, que le fait d'avoir un robot permanent sur un CTV, ça permet d'optimiser les fenêtres météo et de lisser les inspections sur l'année. Alors ça, c'est possible uniquement si on a de la supervision à distance. Parce qu'évidemment, le robot, vous pouvez le laisser à l'année sur un petit bateau, vous n'allez pas laisser 3-4 personnes jour et nuit sur un CTV, surtout si c'est pour bosser 50-100 jours sur 365. Donc évidemment, vous n'allez pas payer 3 personnes pendant 365 jours. Donc il faut un centre de contrôle déporté, et pour ça, il faut réussir à utiliser les réseaux, que ce soit la 3G locale ou le réseau satellite, pour faire ces opérations. Et c'est là que techniquement, il y a des vrais problèmes, des vraies contraintes. Il y a d'abord jouer avec le réseau, donc il y a des contraintes de réseau. Mais qui dit réseau en mer dit aussi problème de latence. Et là, c'est prouvé, plus d'une demi-seconde de latence, vous ne pouvez pas piloter un robot. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les boîtes de ROV norvégiennes qui ont fait ça depuis des années. Une demi-seconde de latence, ils n'arrivent pas à piloter un robot en temps réel. Et donc, si latence il y a, il faut un peu d'intelligence. Et il y a également un problème de maintenance. Aujourd'hui, les techniciens de ROV qui sont à poste, ils passent autant de temps à faire la maintenance des équipements qu'à les piloter. Donc finalement, à ces 3 problématiques, Forsea, on essaie d'y répondre avec de la technologie. Donc tout ce qui est satellite, il y a un certain nombre d'aspects cyber, protection de la donnée, de facilitation du contrôle commande, notamment à travers des fenêtres web. En gros, on pilote aujourd'hui les équipements avec des sites web, on ne les pilote plus à partir d'interfaces homme-machine un peu désuètes qu'on a pu utiliser par le passé, ou avec des automates. Voilà, on parlait d'automates dans les années 90-2000. Aujourd'hui, on parle plus d'interfaces web. Et effectivement, une problématique de stockage de la donnée sur le cloud. La latence, c'est là que vous amenez de l'intelligence. Je l'ai dit, on ne peut pas piloter une machine avec plus d'une demi-seconde de latence. Donc il faut du logiciel d'intelligence. Donc il y a un certain nombre d'aides au pilotage manuel, mais il y a également un certain nombre d'aides au pilotage complètement autonome, donc préparer une mission, pouvoir la répéter, et pouvoir remonter les données. Et d'autres problématiques encore de remonter de la vidéo en temps réel avec un certain nombre de contraintes associées. Et l'équipement, on a un robot, et on insiste beaucoup là-dessus, avec une électronique intelligente qui est plus performante et qui nous permet de remonter du diagnostic temps réel. Donc ça nous permet de faire de la maintenance préventive sur l'équipement. On a beaucoup travaillé, ça c'est des aspects vraiment purement techniques, opérationnels, sur la facilité de maintenance. Donc des techniciens très peu formés peuvent également intervenir sur nos machines. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a prouvé avec un client en mer du Nord cet été. Donc là, on était à 400 mètres de profondeur et on a fait des inspections totalement autonomes d'un certain nombre Alors on était dans l'oil and gas, donc c'est des têtes de puits sous-marines en mer du Nord. Et on a montré 2 choses, et c'est vraiment l'ADN de Forsea, le smart et le remote, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Le remote, on a pu contrôler, superviser nos robots depuis la France et la Norvège à terre à plusieurs centaines de kilomètres.
Donc ça veut dire que votre pilote ou le superviseur est déporté, mais également ce qu'on appelle le data logger, celui qui va traiter la vidéo en temps réel et commencer les annotations. À terme, ça sera peut-être une machine qui fera ça. Il est également déporté. Ça veut dire qu'en mer, potentiellement, vous n'avez plus qu'un technicien de manutention qui met à l'eau et qui récupère les machines. Et ça ne va pas sans le smart. Donc c'est effectivement, on a montré qu'on pouvait rentrer un plan de vol préprogrammé, s'interfacer avec les digital twins, donc tout ce qui est jumeaux numériques des clients. Donc soit c'est des choses qu'on produit nous-mêmes, soit c'est en général aujourd'hui la plupart des clients, même éoliens, développent leur propre solution de digital twin en interne. Donc on peut tout à fait s'interfacer avec ça. Et finalement, c'est un peu notre stratégie, je l'ai dit aujourd'hui. L'idée, c'est de déployer nos machines donc, qui sont câblées à partir des petits navires, les navires d'opportunité, notamment les crew transfer vessels. Demain, on en parle beaucoup, c'est de s'interfacer avec des USV, Unmanned Surface Vehicle. On pense qu'il y aura des bateaux de service qui seront autonomes, qui permettront de faire de la maintenance sous-marine, mais pas que, de la bathymétrie, également de la sécurité sur les champs. Et à terme, effectivement, c'est vers là qu'on va, parce que c'est vers là qu'on pense que l'industrie va évoluer. C'est vers le drone, puisque qui dit drone sur batterie dit plus de navires. Et en fait, 80% du coût de l'opération, elle est toujours systématiquement liée au navire. Donc Forsee, ce n'est pas un secret, travaille sur la dronisation de son offre. Aujourd'hui, le robot que vous allez voir sur notre stand, il est déjà dronisé dans le sens où son intelligence est déjà embarquée. On y rajoute une batterie, on rajoute un certain nombre de features logicielles qui vont lui permettre de naviguer en toute sécurité. Et l'idée, c'est que vous puissiez le balancer à la flotte avec votre navire d'opportunité sur le champ. Vous revenez le soir le récupérer. Et pendant ce temps-là, votre navire a pu faire ses opérations. Et vous avez, vous, à la fin de la journée, les résultats de l'inspection. Donc pour ça, on ne travaille pas tout seul. On est ravis de collaborer avec des industriels français. Et on est également accompagné par le plan de relance. Donc on a un programme assez ambitieux d'hybridation de notre ROV, qui soit câblé ou sur batterie. Et notamment des interfaces aux USV. Pour tout ce qui est opération unmanned. Donc je ne peux pas trop m'étendre sur ce consortium, il y a un certain nombre d'aspects qui sont encore confidentiels, mais on sera ravis d'échanger au cas par cas avec des partenaires potentiellement intéressés. Et donc ça, c'est une offre qui sortira courant 2023, a priori, qui sera mature donc dans 18-24 mois. Pour finir, je change un peu de sujet. Donc Forsee, on est une boîte de robotique sous-marine, mais en fait, on s'intéresse à la donnée visuelle. Donc très rapidement, on s'est intéressé à l'acquisition visuelle et au traitement d'images, et notamment dans le monde sous-marin. Et on a développé avec et pour des partenaires des systèmes de positionnement visuel. Donc je change un peu de monde, mais finalement, on s'intéresse aux mêmes problématiques. Et on arrive à positionner en temps réel des objets, des structures, des piles d'éoliennes, des blocs de béton pour de la construction. Donc on a des caméras intelligentes, et on fait la démonstration sur notre stand juste à côté. Des caméras intelligentes qui permettent de mesurer les inclinaisons et les positions des structures en temps réel. Et notamment, voilà, donc on a la petite démonstration qui est juste derrière nous et qu'on peut vous faire à la demande sans problème. Et notamment, ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec des partenaires français, c'est permettre à des bateaux de service de faire ce qu'on appelle du DP visuel. Il y a un certain nombre de contraintes DP quand vous êtes sur des champs, notamment flottants, puisque vous devez faire du DP par rapport à une cible qui est mouvante. Et donc, notre technologie visuelle permettrait à des bateaux de rester en positionnement dynamique relatif par rapport à une structure mouvante. Donc, c'est une solution qui est en cours de qualification avec un industriel français et qui est potentiellement commercialisable très rapidement. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'il est à peu près l'heure pour des questions et pour le pitch suivant.